avec nous chaque soir pour décrypter les mouvements de la planète marché. Christian Parizeau est avec nous ce soir, économiste et président d'Altair Economics. Bonsoir Christian. Bonsoir. Arnaud Morel nous accompagne, le directeur de la gestion sous mandat de Promépar Asset Management. Bonsoir Arnaud. Bonsoir Grégoire. Et à nos côtés également Patrice Gautry, chef économiste de l'Union bancaire privée. Bonsoir Patrice. Bonsoir. Messieurs, la géopolitique s'invite à nouveau à la une. Alors les tensions géopolitiques sont permanentes dans le monde aujourd'hui. Là, on a une tension supplémentaire entre l'Iran et Israël, avec, je le disais en introduction, sans doute, selon les spécialistes, une offensive sans précédent d'Israël contre le régime iranien dans son ensemble. Est-ce que ça marque une forme de point de non-retour dans cette tension, là aussi permanente, entre Israël et l'Iran Patrice, on a vu bien sûr la réaction des marchés de matières premières, du pétrole en premier lieu. C'est une réaction légitime à ce stade. Est-ce que c'est quelque chose qui peut s'inscrire dans la durée ? Alors on verra, ça dépendra effectivement, là on n'est pas devin, c'est difficile de mettre des scénarios surtout économiques attachés à des événements qui sont de cette nature. Ce que j'observe et ce que je vais regarder avec attention, pour l'instant j'observe que la réaction des marchés, y compris du pétrole, est relativement modérée dans son ensemble. Donc $75 effectivement c'est beaucoup plus qu'auparavant, mais on n'est pas à 80. Oui. L'an passé, on était à 80 à la même période, on était à $80. Oui. On n'est pas à 90, on n'est pas à $100. Donc visiblement, les marchés bien entendu réagissent, il y a un effet protection que l'on observe, mais on n'est pas dans le scénario du pire. Donc ce qui veut dire que là, les marchés ont donné un premier élément de réponse, ce qui signifie qu'effectivement l'évolution donc attendue ces prochains jours va être déterminante. Et ce que j'observe, ou ce que je veux observer, c'est est-ce que le conflit reste un conflit entre deux pays, l'Iran et Israël, ou est-ce que ça devient un conflit régional avec une intervention directe armée ou du moins militaire américaine, même si on sait qu'ils sont pas très très loin effectivement de conseils peut-être à Israël. Donc, sachant qu'Israël a quand même affaibli pas mal de partenaires clés, de proxy comme on les appelle, de l'Iran depuis déjà quelques mois voire quelques trimestres. Oui, effectivement, l'influence, la zone d'influence effectivement de l'Iran s'est peut-être réduite. On le voit avec le changement de régime qu'il y a eu en Syrie, avec l'évolution pas positive de ce qui se passe au Liban. Donc là aussi, c'est un élément de probabilité, un scénario, encore un élément de risque. Est-ce que côté Liban, est-ce qu'il peut y avoir une ouverture d'un front contre Israël en réaction à cela? Et puis bien entendu, on n'oublie pas les Houthis avec le détroit d'Ormuz et éventuellement d'autres choses. Donc avant de changer des scénarios, il faut effectivement observons comment l'évolution du conflit change encore de nature. Ce que l'on sait par contre, et ce que je retiens, ou du moins premier renseignement, c'est que le calendrier israélien n'est pas visiblement le même que le calendrier trumpien, en ce sens où visiblement les espoirs d'obtenir rapidement, y compris ce week-end, un deal, un accord avec l'Iran sur le dossier nucléaire a été certainement bouleversé par cette prise d'initiative israélienne, même si elle a été un peu autorisée. Cet espoir, Trump l'entretenait il y a encore 24 heures. Exactement. Ce qui veut dire que la politique étrangère américaine doit être obligée de se repositionner sur le Moyen-Orient. Et le Moyen-Orient, on avait vu qu'il y avait des tentatives de stabilisation, de pacification, avec l'émergence d'économies et de pouvoirs politiques forts, notamment autour de l'Arabie Saoudite. Donc en fait, là, il y a une redistribution des cartes qui implique à M. Trump de revenir sur le Moyen-Orient et certainement à infléchir ou à changer en termes de priorité sa politique étrangère. C'est aujourd'hui moins la Chine, même si Taïwan est encore un problème, mais beaucoup plus effectivement cette pacification. Donc tant qu'on ne parle pas effectivement d'une zone Moyen-Orient complètement déstabilisée avec un nouveau choc pétrolier, et là ce serait un pétrole au-dessus de $90, les scénarios fondamentaux pour l'instant ne bougent pas. Alors après on peut mettre des protections, etc. Mais du point de vue économique, pour l'instant, je n'ai pas encore changé. Pas un game changer macroéconomique encore après, 24 heures après cette offensive éclair d'Israël contre les cibles iraniennes. La hausse du pétrole, alors qui a atteint plus de 10% il y a quelques heures, c'est quand même nettement réduite. Elle a été divisée par deux. On gagne 5-6% sur les cours du brut ou du Brent. Alors un élément qui est important et qui est intéressant, et justement là, c'est les éléments de scénario. C'est-à-dire, on a vu sur les 3 derniers mois que le pétrole était un contributeur négatif
négatif en termes d'inflation. Les États-Unis, la zone euro, la désinflation a été aidée, renforcée par de nouvelles baisses du prix du pétrole. Ce qui veut dire que là, on est peut-être en train de perdre cet avantage pour les 3 prochains mois. Et d'ailleurs, d'un point de vue de marché, Arnaud, je ne sais pas si tout le monde était short pétrole, mais en tout cas, il y avait un consensus baissier sur le pétrole, ou en tout cas l'idée que entre l'OPEP, la capacité de l'OPEP à alimenter le marché, peut-être plus que nécessaire, une faiblesse peut-être en face de la demande mondiale également, il n'y avait pas de raison de voir d'envoler du pétrole. Totalement pas. Le consensus marché était totalement baissier sur la partie pétrole. À plusieurs raisons. Déjà, c'est le retour, on va dire, du marché de l'OPEP qui reprend la main en remontant la production 2 fois. Donc, vous avez une capacité et une offre qui allait redevenir importante. Vous avez la concurrence américaine qui allait aussi se raréfier, puisque aujourd'hui, ils ont un point mort sur les prix d'extraction aux alentours de $50 aux États-Unis. En gros, ils vont pas remettre des nouveaux puits. Ils ont utilisé tous les gisements qui étaient les plus efficients lors du précédent conflit entre l'OPEP et les États-Unis, on va dire ça comme ça, entre 2014 et 2017. Et troisième point, c'est l'impact aujourd'hui des droits douaniers sur la croissance économique mondiale. Donc clairement, le consensus n'était pas aujourd'hui positif sur la baril de pétrole. Mais en qualité de stock picking, il était quand même intéressant de détenir et de continuer à maintenir des valeurs aujourd'hui pétrolières, que ce sont des valeurs de rendement, qui sont des valeurs à valorisation très abordables, et surtout quand on est en période de conflit géopolitique et notamment sur la partie Moyen-Orient. Donc ça, tous ces faits-là aujourd'hui, c'est un reversal de marché. On revient sur des points la dernière fois où il y avait l'attaque d'Israël sur Iran, en avril et en octobre. On a vu le pétrole avait fait plus 3, plus 5. Là, on a fait un plus 12 dans la nuit. Donc là, voilà, il y a quand même un degré un peu plus important, ce qui est logique, comme on peut toucher quand même des sites, on va dire, nucléaires et balistiques. Les spécialistes que j'ai écoutés nous disent que la nature de l'offensive est beaucoup plus profonde que ce qu'on avait vu effectivement quelques mois en arrière avec la réplique des drones, etc., qui avait créé assez peu de dégâts, pour dire les choses. Clairement. Et donc, de fait, aujourd'hui, c'est pour ça qu'on a, on va dire, un marché qui reste, on va dire, assez contraint dans les évolutions de performance. On va voir un petit peu ce qui va se passer dans les prochains jours, dans les prochaines semaines. L'Iran promet une réaction. Il ne faut pas oublier qu'il y a le détroit d'Ormuz. C'est aujourd'hui 20% du trafic. Exactement. De la trafic pétrolier mondial, quotidien, et 17% sur la partie gaz. Donc c'est pas neutre en termes d'inflation notamment et des perspectives inflationnistes. Il faut regarder aussi dans le stock picking, descendre un petit peu les valeurs les plus exposées sur la partie Moyen-Orient. Et on en a beaucoup. Ce qui s'est passé ce matin, vous avez toutes les valeurs pétrolières qui prennent 3-4%. On l'a vu, qu'il y a eu quand même des traitements qui ont été faits, des analyses qui ont été faites. Vous voyez que les Total, les BP, sont repartis, étaient proches d'avoir un niveau neutre sur la journée. Pourquoi ? Parce que 26% de l'exposition aujourd'hui de Total de ses revenus, que ce soit gaz ou pétrole, se situe au Moyen-Orient. Donc il y a des points importants, il va falloir travailler tout ça dans les prochains jours et prochaines semaines en qualité de jeu. Oui, c'est pas que du positif non plus pour ces grands groupes pétroliers mondiaux, loin de là. C'est une situation complexe, effectivement, à regarder au cas par cas. Bon, effectivement, est-ce que cette journée de vendredi, ce regain de tension géopolitique qui fait remonter les cours du pétrole, ça vient abîmer une semaine où on avait eu des nouvelles sur l'inflation qui étaient encore positives, côté américain notamment. Christian, on se demandait même où était passée l'inflation, là. On la voyait quand même un petit peu dans quelques détails. Il y avait quelques détails qui étaient un petit peu peut-être inquiétants quand on lisait le rapport un peu dans... les bananes, le prix des bananes, j'ai vu que a suscité beaucoup de commentaires. Beaucoup de commentaires, mais il y avait quand même quelques secteurs qui sont peu concurrencés aux États-Unis, qui ont vu quand même leur prix remonter assez sensiblement sur les mois. On a vu aussi que les marges des distributeurs qui avaient beaucoup baissé en avril étaient en train de se reconstituer et remonter sur le mois de mai. Donc ça veut dire qu'on va... et puis on sait derrière que l'inflation elle est à venir, puisqu'on sait que les entreprises américaines ont constitué des stocks de précaution. Et donc c'est quand ils vont renouveler leurs stocks qu'ils vont... On ira au bout des stocks avant forcément, puisque pour des raisons aussi de compétition entre les... Mais après, moi je me mets à la place de Walmart. Mettez-vous Walmart en ce moment, ils sont en train d'acheter les gommes et les crayons de la rentrée. Alors, est-ce que je fais arriver le navire avant qu'il se rencontre à Londres ? Est-ce que je le fais revenir après ? Ou alors est-ce que j'attends le 10 août pour qu'il rentre dans le port et qu'il soit taxé à ce moment-là ? Donc, la fin de la période de trêve, 10 août, un peu décalé par rapport à... Je me mets à la place du directeur des achats de Walmart, il doit être avec sa boule de cristal et essayer de voir qu'est-ce qu'il faut faire, parce que je rappelle aussi un élément qui
on commence à voir la confirmation, et on l'aura la semaine prochaine avec les prix à l'import, c'est, vous savez qu'on a les prix à l'importation aux États-Unis, ce sont les prix à l'import, c'est avant droit de douane. Et donc, on n'a pas vu les prix à l'import baisser de 10%. Donc, ça veut bien dire que ce sont les fournisseurs n'ont pas baissé leur prix. Ça veut dire que c'est bien les entreprises américaines qui payent la taxe. Ce sont les importateurs qui vont la payer ça arrive au port américain. Et qui la répercuteront ou non sur le consommateur final. Et donc, c'est soit un effet marge, soit un effet prix, quoi qu'il arrive. Et donc ça va quand même jouer sur notre scénario économique pour les États-Unis. Donc, globalement, on attend, mais je pense que la Banque centrale américaine n'a pas changé de position, du wait and see, parce qu'elle veut voir qu'est-ce qui va en dégoûter. Après, l'autre élément négatif, naturellement, c'est l'effet pétrole, parce que l'effet pétrole, c'était quand même un élément qui modérait beaucoup nos scénarios dans le côté négatif, parce qu'une baisse des cours du pétrole, c'est du pouvoir d'achat pour les pays développés, pour les ménages. À un moment. Bon, voilà, on a quand même eu un effet pétrole qui était assez positif. Alors, certes, par exemple, si je prends le cas de l'Europe, on avait l'appréciation de l'euro, mais d'un autre côté, on avait un effet positif pour la demande intérieure en Europe et une baisse des coûts pour les entreprises. Donc, c'était quand même un élément assez modérateur. Donc, si maintenant, on doit avoir en plus un choc pétrolier, plus les droits de douane, ça fait beaucoup. C'est-à-dire quoi, les planètes sont en train de se désaligner pour l'Europe. On a beaucoup parlé d'un alignement de planètes peut-être inédit. Là, les choses sont en train de avec bouger. Un bémol, oui, ça bouge. Avec un bémol, c'est pas un choc pétrolier encore. Ce qui serait le pire des scénarios, ça serait un vrai choc pétrolier. Qui s'installe dans le temps. Qui s'installe dans le temps. Parce que là, si vous avez le pétrole qui prend 5% et puis que dans 3 semaines, il a perdu 3%, tout le monde vous dira que c'était, on s'amuse à se faire peur. Donc, la vraie problématique, est-ce que déjà on est sur un pétrole un peu plus cher? Je vais dire oui. Parce que dans les cours du pétrole, il y avait quand même l'intégration qu'on pouvait avoir une levée des sanctions contre l'Iran et que l'Iran, à terme, allait revenir sur le marché. Donc, il y a quand même ce scénario qui est complètement... Qui disparaît complètement. En éclat. Donc, faut quand même se dire que toute chose égale par ailleurs, il y a quand même cet élément-là qui est un peu plus haussier pétrole. Mais ceci dit, l'OPEP produit plus et c'est pas dramatique. Deuxième chose qui va quand même créer une prime, c'est que je pense qu'Israël est dans une frappe, pas une seule fois. Ils ont utilisé 200 avions, ils vont continuer. En plus, l'Iran a montré qu'ils étaient incapables d'arrêter l'attaque d'Israël, donc ça veut dire qu'ils ont vraiment un vrai problème. Et moi, ce qui m'inquiète, c'est, alors je sais pas si c'est vrai, je suis pas spécialiste, mais si véritablement il y a une volonté d'Israël de faire chuter le gouvernement iranien, c'est jamais bon, parce que d'une part, on sait pas, alors, je suis pas pro-iranien, pro-gouvernement iranien, c'est pas ça, mais on sait pas qu'est-ce qui va être à la place. Ça peut être bien pire, ça peut être beaucoup plus déstabilisant. Et puis un gouvernement qui est aux abois, c'est une incertitude supplémentaire. Et un gouvernement qui est aux abois, là, il peut être tenté de faire mal à tout le monde, et là, il peut être tenté de bloquer le détroit d'Ormuz, juste pour montrer, attention, si vous allez trop loin, si vous voulez vraiment me faire chuter, moi, je peux mettre la pagaille dans le monde. Donc, je dis pas que c'est mon scénario, je ne sais pas, mais j'aime pas ces aspects un peu justo-boutistes, parce qu'on sait que derrière, ça se termine jamais très bien, et c'est jamais très bon pour l'économie mondiale. Donc, je dirais qu'on avait l'incertitude droit de douane, qui était déjà un élément très négatif. Maintenant, on a l'incertitude pétrole, je dirais plus incertitude que réelle remontée durable des cours du pétrole que choc pétrolier, mais on doit maintenant rentrer sur l'incertitude pétrole. Ça commence à faire beaucoup. Ça commence à faire beaucoup pour la croissance mondiale. Oui, et spécifiquement pour l'Europe aussi. On peut ajouter à ça la hausse de l'euro. Alors, très bien, la hausse de l'euro, c'est désinflationniste. Bon, est-ce qu'on a besoin aujourd'hui de forces désinflationnistes supplémentaires en Europe? J'en sais un, mais bon, on peut rajouter aux droits de douane potentiellement unilatéralement décidés par Trump d'ici le 8 juillet sur l'Europe, les 10% de hausse du pétrole aujourd'hui et un niveau de l'euro-dollar à plus de 1,15 désormais. Est-ce que ça reste toujours des paramètres aussi favorables pour la zone euro? Oui, alors on peut s'amuser à se faire peur. C'est vrai que j'ai fait un test, on va dire. Alors, à la demande d'un client qui m'a dit, mais que se passe-t-il si on a les 10% de droits de douane de M. Trump, si on a 10% de hausse du pétrole et si on a véritablement l'euro qui s'apprécie de 10%. Alors c'est vrai que certains vont m'objecter, on a vu le dollar remonter là à court terme, mais d'une part il n'a pas beaucoup remonté. Face à une situation comme ça, on aurait pu avoir un rallye beaucoup plus fort, donc ça montre que quand même les investisseurs ils sont prudents. Le refuge dollar n'est pas aussi fort. Moi honnêtement, vous m'auriez dit juste avant, j'aurais dit le dollar il va s'envoler, et là on est quand même assez surpris, donc ça montre qu'il s'est passé quelque chose. Et puis sur le dollar, c'est l'été de tous les dangers, parce que on va voir la réaction des marchés face
face à la loi que veut faire voter l'administration américaine, notamment avec un article qui est peu favorable aux voilà. Donc ça pourrait être chahut. Et puis si derrière vous avez 2-3 émissions du Trésor qui se passent mal, moi j'ai été étonné, j'ai eu des questions cette semaine. On m'a posé des questions sur l'émission du Trésor de 10 ans américain et du 30 ans. On m'a demandé est-ce que ça avait été sur couvert. Bon oui, ça l'a été, ça s'est bien passé. Mais c'est juste, on me pose la question. Ouais. D'habitude on me pose pas la question. Donc le fait qu'on se pose la question, c'est que les gens sont un peu nerveux sur ce sujet-là. Et attention, parce que là en ce moment le Trésor ne met pas en net. C'est-à-dire que le Trésor américain est à son plafond de la dette et donc il roll sa dette. Et donc il l'émet pas beaucoup, il ne demande pas plus d'argent aux investisseurs. Par contre, attention, c'est du réinvestissement, c'est du refinancement. Voilà, si la loi passe, on va monter le plafond de la dette et à ce moment-là, on va devoir rattraper toutes les dépenses qu'on a mis un peu de côté. Par exemple, l'État américain n'a pas pu payer ses cotisations retraite de ses fonctionnaires. Il a juste fait une reconnaissance de dette au fonds de pension, puis derrière, il va relever de l'argent cet été pour rembourser. Et donc, on va avoir énormément d'émissions du Trésor au moment où on aura relevé le plafond de la dette. Donc, est-ce que ça va bien se passer? Parce que je vous fais le scénario pire. Allez, je vous fais $1 qui est affecté parce que les taux longs montent et qu'on a une sorte de perte de confiance dans l'actif profil dollar. Je vous fais le pétrole qui prend 10%. Je vous fais naturellement face à tout ça les droits de douane de Monsieur Trump qui sont activés au minimum à 10%. Alors l'impact est quand même assez violent. Alors c'est vraiment des impacts toutes choses égales par ailleurs. Et si on reste sur un an, si ça dure, ça s'installe sur un an. Voilà, c'est pas sur 2 jours, bien sûr. On est sur 1 point de PIB d'impact en milieu de fourchette, on va dire, puisque c'est des modèles qui vous donnent des fourchettes. Et donc vous êtes sur un impact à peu près de 1 point de PIB sur un an de négatif sur la croissance européenne et de 1,5 sur 3 ans. D'accord. Donc le choc est quand même, c'est un choc violent. Vu le niveau de croissance qu'on est capable de générer, c'est pas rien. Ça veut dire que ça peut nous faire tomber en récession en Europe sur ce choc-là. Bon, ce sont des modèles économétriques. Encore une fois, ça replie. Je vous dis pas que c'est au 10e près, mais ça veut dire qu'il faut quand même prendre ce scénario. Mais c'est un scénario de stress. Et alors, je dirais seul bémol que j'ai pas pu intégrer, qui est difficile à intégrer, c'est quand même que je pense que la BCE va baisser ses taux de manière assez agressive si on est dans ce scénario-là. Oui, d'accord. Dans ce scénario-là, on s'entend. Parce que je pense que la BCE ne croira pas en un retour de l'inflation durable. Et à ce moment-là, elle baissera ses taux. Les taux longs européens ont tendance plutôt à reculer. Et donc, je pense que ça, c'est des éléments de soutien. Et puis l'autre élément que j'ai pas intégré aussi dans ces modélisations, c'est les éventuels impacts du plan de relance allemand qui va quand même un petit peu limiter. Donc j'aurais tendance à vous dire un petit peu moins qu'un point de PIB. Mais voilà, c'est quand même pas neutre. Voilà, c'est pas neutre et ça fait quand même une belle révision à la baisse des BNPA des entreprises si vous jouez ce scénario-là. Donc à surveiller quand même. Sur la faiblesse du dollar, Patrice, qu'est-ce que vous dites à ce stade? Est-ce qu'on est simplement dans une mécanique de dépréciation, alors qui se fait de manière assez visible, c'est 10% de baisse du dollar face aux grandes devises, ou est-ce que c'est pour vous est-ce qu'il y a les fondements d'un cycle beaucoup plus long de baisse du dollar, comme certains l'imaginent aujourd'hui? Oui, je pense qu'on est dans une dépréciation assez régulière. Donc on a fait une grande marche. On voit bien que les positionnements sur le marché jusqu'avant cette intervention israélienne n'étaient pas en faveur d'une deuxième grande marche. Mais effectivement, vous avez tout à fait raison de mentionner que les risques sont là. Donc on travaille en fait là sur les risques extrêmes et il n'y en a aucun qui disparaît, mais au contraire on en accumule de nouveaux. Et donc on pourrait avoir effectivement aidé soit par de moindres hausses de taux ou une prime de risque qui ne soit pas significative pour attirer de nouveaux investisseurs du côté des États-Unis, à avoir en fait encore d'autres phases de dépréciation. Donc nous on travaille sur un dollar à 1,18, 1,20 fin d'année. Donc ça veut dire qu'il y a encore une autre marche. On ne croit pas pour autant pour l'instant à la dédollarisation, mais on a vu effectivement que tout le bruit qui est fait autour des tarifs a amené les pays émergents à se poser la question sur l'euro, l'utilisation du dollar et effectivement comme par hasard à reconstituer des réserves qui ne sont pas en devises mais qui sont en or de façon à avoir une très large diversification. Donc sans parler de dédollarisation parce que le dollar reste encore au centre en fait de nos systèmes financiers, ça c'est 46% des réserves en dollars aujourd'hui. Exactement, et en termes d'utilisation. Oui, mais par contre, on voit qu'il y a une recherche d'alternatives. Donc, et après, le grand mouvement, c'est l'investisseur. Est-ce que l'investisseur japonais ou européen a intérêt à détenir du dollar? Alors, il a intérêt si il n'y a pas une perspective de dépréciation de la devise, et surtout en termes de rendement. Et là, les rendements européens, les rendements japonais rappellent l'épargne domestique à rester dans la zone domestique et ne pas
nécessairement refinancer le trésor américain avec effectivement... Les Japonais avaient quand même vendu pas mal de treasuries, de Bund également, peut-être pour profiter de rendements chez eux. Donc en fait, on a, si à très très court terme, on va peut-être pas déclencher le signal d'alarme. Par contre, on voit bien qu'il y a une logique de trouver des alternatives en fait au dollar en tant que monnaie d'échange, de monnaie de transaction et à moyen terme de monnaie de réserve. Et là, il y a des concurrents. Madame Lagarde a rappelé que l'euro était un concurrent. Il y a la zone yuan qui est en train de se former. Et puis, il y a toute la réflexion qui se fait, qui est pour l'instant encore dans les cartons, dans les briques plus, c'est-à-dire en fait comment moins dépendre du dollar sans effectivement se passer définitivement du dollar. Derrière ça, il y a évidemment une question de confiance. La phase de succession de Jérôme Powell, ça va être un nouveau test pour la confiance des investisseurs dans le dollar, selon la manière dont ça se déroule. Alors les noms des candidats, on les connaît. On a rajouté Scott Bessent à la liste, Kevin Warsh, Kevin Hassett aussi. Enfin, des noms qui ont déjà circulé. La question, c'est de savoir est-ce que cette succession se fait de manière ordonnée, c'est-à-dire on laisse le temps à Jérôme Powell d'aller jusqu'au bout de son mandat en mai 2026, ou est-ce que déjà le candidat potentiel successeur de Jérôme Powell s'invite dans la partie avant même la fin du mandat de Jérôme Powell? Alors oui, Powell va terminer son mandat. Ça oui. Ça c'est acquis et la Fed restera indépendante, ça c'est acquis. Par contre, je suis pas sûr qu'on connaisse tous les noms des candidats. Et Monsieur Trump, très bien, parce que Bessent, la rumeur Bessent semblait plutôt comme une fake news ou pour tester d'autres candidats. Et sachant que Monsieur Trump peut bouleverser peut-être aussi un petit peu le calendrier du côté des gouverneurs en place en nommant ou en profitant du départ d'autres éventuellement gouverneurs pour faire rentrer les mettre en place dans le Conseil des gouverneurs et les lire en quelque sorte comme étant le prochain responsable. Donc la course est ouverte, c'est une course. Il est évident, et ça on l'a déjà testé dans les derniers mois, que si on remet en cause le statut de la Fed, si on remet en cause l'indépendance de la Fed, là on rentre dans un système dans lequel on est à dominance fiscale, c'est-à-dire que grosso modo on fait du Liberty Bonds pour les historiens, c'est-à-dire on finance avec de l'émission de monnaie. Là vous êtes certain que là il y a une trajectoire qui s'accélère à la baisse sur le dollar. Bon, on suivra ça, mais ça va être la séquence des prochains mois. Alors on a encore un peu de temps, sachant que effectivement avec Monsieur Trump, on sait que c'est pas linéaire, ce sera chaotique. Non, on avait, et même certains dans l'équipe de campagne de Trump le poussaient à mettre en place ce qu'ils appellent une shadow Fed, c'est-à-dire une Fed de l'ombre avec un gouverneur de l'ombre qui viendrait commenter, contredire potentiellement les décisions officielles prises par la Réserve fédérale américaine. Un avis qui peut troubler quand même le jeu de marché de ce point de vue-là. Le futur est magique. Juste rapidement pour rappeler que Powell n'a qu'une voix au sein du FOMC. Certes. Faut pas l'oublier. Alors il a une voix double en cas d'égalité, mais il n'a qu'une seule voix. Et donc tous les présidents de Fed qui votent à tour de rôle sont aussi importants et les gouverneurs aussi. Ils vont pas tous être renouvelés du jour au lendemain. Donc voilà, faut quand même un peu relativiser. C'est un porte-parole. Le président de la Fed, il est porte-parole du FOMC, il dit, mais celui qui préside le FOMC, je le rappelle, c'est le président de la Fed de New York. Oui. C'est même pas Monsieur Powell qui organise le FOMC, le conseil. Il n'est pas chairman du FOMC. Il n'est pas chairman du FOMC, il est chairman de la Banque centrale, il fait la conférence de Fed, il est porte-parole des décisions de la Banque centrale, mais celui qui organise, qui a main sur l'agenda et tout ça, qui organise tout ça, c'est le président de la Fed de New York. Donc juste pour relativiser un petit peu. Bon. Après, ça joue la psychologie des marchés, je suis d'accord, mais faut quand même retenir ça. Même sans Powell, il peut y avoir effectivement. Il peut y avoir une opposition et le futur président pourra voter une baisse des taux et tous les autres voteront pas forcément cette baisse des taux. Je reviens à l'Europe avec un euro-dollar à 1,16. Alors un pétrole qui a un peu monté aujourd'hui, on verra ce qu'il en est des prochains jours. Mais est-ce que les planètes pour l'investisseur restent autant alignées avec un euro-dollar à 1,16 aujourd'hui, Arnaud, ou est-ce que ça peut commencer à peser aussi un peu sur les actions européennes qui sont très bien comportées sur cette première partie de l'année? On dit qu'on est à peu près sur le prix d'équilibre euro-dollar, enfin en tout cas ce qu'on a connu sur la moyenne des 10 dernières années. Ça favorise aussi aujourd'hui quand même les déficits et ça rééquilibre un peu les échanges commerciaux d'avoir un dollar qui s'affaiblit et des devises convergentes qui augmentent. Sur la partie, on était aussi satisfait, un euro plus important pour acheter le pétrole qui faisait également moins 14 depuis le début de l'année, avant aujourd'hui, également satisfait, et sur la perspective d'inflation. Après pour les entreprises, quand on regarde dans le stock 600, en termes de revenus générés en dollars, on est à 25%, et en termes de bénéfices, on est à 38%. Donc en gros, si je prends 10%,
un calcul assez simple, j'ai un impact qui est aujourd'hui sur les BPA de 3,8%. D'accord ? Et je suis à 2,5 pour les revenus. Je vous apprends rien sur les calculs, mais c'est important. Quand on regarde le prix d'équilibre l'an dernier, l'évolution de l'euro-dollar, on était à 1,08 de moyenne en 2024 à peu près. Sur le premier, on va dire les 5 premiers mois, premier semestre, on y est presque. On est à peu près sur la même moyenne. Donc pour les entreprises, ça n'a pas trop d'impact en termes de hedging. Je regardais un petit peu sur la publication qui a été faite sur le T1 d'Airbus, qui génère 40% de son chiffre d'affaires, ça en Europe, mais c'est du dollar, je crois, plus de 50%, j'ai pas le chiffre exact. Aujourd'hui, ils nous faisaient part qu'ils étaient couverts à hauteur de 90%, d'accord, sur l'année 25. Ils ont des produits qui sont mis en place sur 3 ans, donc là-dessus, normalement, à ce niveau-là, si on n'évolue pas plus et qu'on n'augmente pas et il n'y a pas d'impact majeur à ce stade pour les entreprises qui ont besoin, les couvertures sont en place. Pour les SAP, je pense que ça doit être le même modèle. Ils sont à plus de 50%. D'accord. Voilà. Après, c'est si on a une dévaluation, la capacité de se couvrir. Exactement. Après, si on rentre dans un cycle de dévalorisation du dollar et que ça s'accélère pour une raison XY par rapport à ce qui a été dit par Christian avec quelque chose sur le budget, les taux américains qui chauffent un petit peu sur cet été, la rentrée, ça peut changer le cas. Il est certes que sur le deuxième trimestre, sur les publications, on va voir que peut-être sur des sociétés qui sont moins habituées à se couvrir, qui ne sont pas les grosses capitalisations, on peut avoir des problématiques parce que quand vous avez 7% qui évoluent, on fait 1,0, je crois même 1,07, 1,015, 1,016, pratiquement, c'est 7%, donc c'est pas neutre. Donc on va voir ce qui est fait. Je regarde un petit peu sur la publication, quand on regardait début avril, la baisse des BPA, on passe de 12 à 4, là on est à 3 sur le stock 600. On attend 3 ? On attend 3 aujourd'hui. Enfin, sur c'était divisé par 3 et divisé par 2 sur le Dow Jones aux US. Donc on converge à nouveau vers 0 quand même. Exactement. Et pour la 3e année consécutive. Exactement. Mais avec un niveau marché qui a pris pratiquement 20% depuis. Mais voilà, expansion des multiples au maximum sur l'ensemble des zones. Ce qu'il faut retenir, c'est qu'aujourd'hui, sur la première publication et sur les révisions qui ont été faites, l'impact de devise, elle est nul. C'est ça que je veux dire. Donc on va voir un petit peu ce qui se passe. Après, la visibilité est quand même assez tendue pour avoir aujourd'hui un aperçu de ce qui va se passer. Bon, et alors sur l'investissement en actions européennes, ça a été peut-être sans doute la bonne réaction, ou en tout cas la réaction qu'il fallait avoir au cours du premier semestre, avec en plus la double peine et la baisse du dollar. Où est-ce qu'on en est aujourd'hui au regard de ce que vous nous dites? On révise encore à la baisse les bénéfices. Est-ce que les marchés européens peuvent se payer une 3e année sans croissance bénéficiaire des entreprises? Je laisse mes collègues répondre plus à cette partie-là. Non, mais je vais répondre. En tout cas, c'est possible puisqu'on l'a fait 2 fois d'affilée. Mais des fois, comme je vous dis, les expansions des multiples, quand on a des taux longs qui continuent à augmenter, normalement, c'est problématique. Maintenant, on va voir par rapport à ce qui a été dit. Voilà, si on a des chiffres macroéconomiques qui se tassent un petit peu, qu'on ait des taux qui rebaissent, le challenge peut devenir un peu moins important. La partie aussi sur les earnings, parce qu'on a quand même beaucoup de rapatriement des flux sur la partie européenne, quoi qu'on en dise, c'est exact, ça peut redonner peut-être du potentiel sur les bénéfices des sociétés européennes. Ça peut être un effet secondaire, pour les marchés, pour le repricing. Tout ça pour dire que sur les allocations, il faut rester très diversifié. Les émergents aujourd'hui quand même, avec la baisse du dollar, la baisse du pétrole, pour ces sociétés-là, pour ces zones géographiques-là, pour ces pays-là, ça semble être quand même porteur. Et les révisions de bénéfices, quand on regarde au Japon ou en Chine, sont assez neutres, faibles. Donc ça aussi, c'est un point important. Alors, en Chine, on revient de loin, bien sûr. Donc ça, c'est le point important. Sur la zone économique européenne, on a quand même des sociétés qui restent aujourd'hui dans la partie value, qui sont encore assez décotées, qui amènent du rendement, donc une perspective, un challenging aujourd'hui face à des taux un peu plus longs. Donc ça aussi, c'est important, et on le voit diamétralement aujourd'hui sur la performance de la value versus croissance en zone économique européenne, ce qui est moins le cas aux États-Unis. Et sur la partie États-Unis, c'est l'effet devise et la partie bénéfice qui pose toujours problème, et les valos qui sont revenus à 22 fois les bénéfices sur les S&P. C'est pas moins cher qu'avant. Non, c'est pas moins cher qu'avant. Donc aujourd'hui, on reste surpondéré sur la zone économique européenne, on augmente un petit peu sur la partie émergente et notamment sur les technologiques chinoises, pour revenir sur des valorisations qui sont décotées versus les États-Unis. On continue de redéployer hors des États-Unis. Ça reste le mouvement. Ce mouvement-là, même si on reste toujours prépondérant sur les leaders technologiques sur la partie américaine, mais il y a un arbitrage. Qui ont bien rebondi. Il y a un arbitrage qui se passe. Si on parle investissement, Patrice, qu'est-ce que vous dites là pour l'union bancaire privée à l'issue de ce premier semestre? Les grands enseignements, et est-ce qu'il est encore temps de continuer de redéployer en dehors des États-Unis tout ce qui a pu être accumulé en termes d'actifs en dollars? Alors
peu bouger en fait les allocations, c'est-à-dire on va rester quand même avec un biais américain, avec un biais technologique. D'ailleurs, on a vu que les sociétés, elles continuaient à progresser dans un environnement difficile. Et tout ce que l'on a dit sur la macroéconomie, en fait, ça semble être une autre histoire du côté de la technologie. Donc la technologie, en fait, l'histoire de moyen terme, elle reste en place. Donc rester actif dans ce secteur, c'est intéressant. Donc on va avoir dans nos allocations encore une surpondération américaine. Et effectivement, je souscris tout à fait à l'idée de diversification. La diversification, c'est l'Europe. Il y a les thématiques sectorielles qui sont évidentes. La défense, l'énergie, on en a parlé. La défense s'impose à plusieurs niveaux. Et puis effectivement, les diversifications, c'est intéressant aussi de suivre. Alors à des marchés émergents, on pense bien entendu à la Chine, mais il y a d'autres petits marchés. Alors pour les particuliers, ça va être un peu plus difficile. Il y a l'Inde, qui est le Brésil aussi, un marché qui est assez fort. Alors je resterai sur plutôt l'Asie. Et en fait, ce qui nous intéresse, c'est l'Asie, donc effectivement l'Inde, Singapour aussi est un marché intéressant. Et il y a les marchés du Golfe. Là, en ce moment, on est un petit peu en mauvaise posture, mais par contre, il y a des performances et des révisions bénéficiaires qui peuvent être intéressantes. C'est des idées de diversification. Et puis après, comment réagir ? Ça décorrèle les portefeuilles Alors non, ça décorrèle pas, parce que par exemple, vous avez des sensibilités qui sont aux marchés mondiaux. Donc si ça va mal sur l'ensemble des marchés boursiers, mais par contre, vous avez des diversifications, vous avez des volatilités qui peuvent être moindres, et surtout des sensibilités différentes, c'est-à-dire, comme on l'a dit, d'acheter la techno moins chère dans une autre zone ou une autre type de sensibilité. Mais après, vous allez avoir, je ne parle pas du marché suisse, vous allez aussi avoir des sensibilités qui sont là communes sur l'effet action. Donc nous, on a essayé de ne pas toucher en fait les allocations, de passer les périodes difficiles comme celles que l'on connaît actuellement avec des protections via des options, un jeu d'options, donc de couverture pour le moins toucher possible effectivement les allocations cœur. Et puis après, avoir une diversification, ce qui veut dire aller chercher du crédit. On ne parle pas de récession, donc le carry sur le crédit fonctionne, d'être prudent sur le dollar. Et puis, comme je suis issu d'une banque suisse, on a beaucoup d'or dans le portefeuille. On a à peu près 9,5% d'un portefeuille diversifié en or, ce qui effectivement est le grand gagnant year to date. Déjà l'an passé, depuis le début de cette année 2025, pour l'instant, effectivement, l'or est un actif très performant. On gardera une minute pour parler de la Banque nationale suisse qui se réunit la semaine prochaine, qui va continuer de baisser ses taux. J'ai bien envie d'entendre un petit commentaire là-dessus. Sur la logique d'investissement à ce mi-parcours de cette année 2025, qu'est-ce que vous dites, Christian ? Quelles sont les tendances qui peuvent être amenées à se prolonger et celles dont il faut se méfier ? Je dirais qu'il faut prendre le moins de risques possible. Non, quand on n'a pas de visibilité, ça sert à rien de vouloir prendre du risque. Donc je pense que même si les marchés m'ont donné corps, en visibilité sur les tarifs, par exemple, l'idée que le fameux TACO, mais l'idée que Trump va céder à chaque fois. Oui. Vous dites qu'il faut se méfier de ça. Faut quand même se méfier de ça parce que on a quand même des deadlines. À un moment donné, il va bien falloir décider. Alors est-ce que ça sera le 8 juillet ? Il nous a dit que non, ça peut être avant parce qu'il est pressé. Alors est-ce qu'ils veulent faire après aussi ? Est-ce qu'ils veulent faire avant la fête nationale ? Non, mais je pense qu'il voudrait avoir son défilé militaire et dire qu'il a fait céder le monde entier à ses pieds. Donc je pense que le 4 juillet est peut-être une meilleure date que le 8, mais il y a encore la Chine, le 10. On a vu que la Chine a quand même des atouts avec les terres rares, qu'ils ont pu faire plier l'industrie américaine avec les terres rares, puisque la Chine a complètement bloqué les exportations de terres rares depuis le 4 décembre. On savait qu'il y avait 6 mois de stock aux États-Unis, ça n'a pas loupé. Quand on a vu les entreprises américaines qui ont commencé à réduire les cadences à cause de manque de terres rares, ils ont compris que derrière, ils avaient quand même un gros point. On a vu que la Chine pouvait vraiment faire plier l'administration américaine. Donc, ce qui est dingue, c'est que sur les terres rares, ils disent OK, on va réexporter des terres rares, mais maintenant chaque entreprise qui va prendre des terres rares chinoises, on va leur demander c'est pour quoi faire, ça va dans quelle activité, 6 mois, que pendant 6 mois. Quels sont les clients que vous avez, c'est-à-dire une aspiration de l'information et de l'intelligence des entreprises qui vont acheter ces terres rares chinoises. C'est incroyable. Ça montre quand même la capacité de la Chine dans cette négociation à imposer des choses qui paraissent dingues. Mais je pense que l'administration Trump a sous-estimé la Chine, qui s'était longtemps préparée. C'est pas pour rien qu'ils avaient commencé dès le 4 décembre à bloquer les exportations. Donc je pense que la Chine, on n'a pas du tout fini, on n'a pas de visibilité sur ce qui va être fait. Moi, je pense aussi que la situation économique américaine ne peut que se dégrader.
quoi qu'il arrive, parce que même si on a la confiance des ménages qui rebondit un petit peu, parce qu'on se dit que voilà, le pire n'est pas là, que finalement Trump est plus flexible qu'on pouvait le penser, mais derrière il y a quand même un vrai coup d'arrêt sur pas mal d'investissements. Alors certes, il y a quelques éléments qui résistent, c'est l'investissement technologique et l'investissement dans l'intelligence artificielle. Je suis le premier étonné parce que j'avais peur qu'on commence à avoir des signaux négatifs, mais pas plus tard qu'encore sur les dernières 24 heures, on a Adobe qui a sorti ses résultats. Et alors, au-delà du cours boursier, ce qu'ils nous disent, c'est qu'ils vont continuer à investir massivement et qu'ils vont pas arrêter, quoi qu'il arrive, hein, parce qu'ils ont la concurrence. Et ça va peut-être pas être bon pour leurs résultats, mais ils n'ont pas le choix parce qu'ils ont une concurrence aujourd'hui. Alors, vous allez me dire, c'est très Adobe, c'est très particulier, mais on n'a pas un seul retour pour l'instant, à mon grand étonnement, d'entreprises qui réduisent les investissements dans l'intelligence artificielle. Alors, ils coupent les investissements dans le conseil, ils coupent les investissements dans l'infogérance. On n'est pas prêt à renouveler les PC. Pourtant, on a Windows, une vieille version de Windows qui va tomber. Il va bien falloir renouveler les PC à la fin de l'année, mais on n'a pas du tout de budget pour ça. Donc, on voit qu'il y a quand même un vrai coup. On serre mais ce segment-là est bon. Donc, je pense que oui, il y a une partie qui est encore préservée, mais on voit qu'on diminue. C'est-à-dire que les 7 magnifiques, si je vous ai listé, maintenant vous excluez Tesla, vous excluez Apple, il va peut-être nous rester Meta, peut-être Microsoft, Nvidia. Oui, mais il ne reste plus beaucoup. Hein. Quand on fait la liste, les magnifiques, elles sont en train de tomber. Donc oui, la bourse peut encore monter parce qu'il y a encore quelques éléments de soutien, mais ça sent mauvais quand même. Donc globalement, aujourd'hui, je trouve que prendre du risque, ça vaut pas le coup. Et donc je suis plutôt sur des allocations prudentes. Alors prudent, ça veut dire l'obligataire américain, je sais pas, 5% sur le 30 ans américain, à 4,50, 4,15 sur le 10 ans. Non, ça c'est pas. En termes de secteur, si je dois être investi sur les actions, moi je reste plutôt sur l'idée de jouer plutôt la demande intérieure européenne, qui est la moins sensible au taux de change, à la volatilité du taux de change, et qui pourrait profiter notamment de la relance allemande. Donc, quitte à jouer quelque chose, autant être sur la partie la plus défensive en Europe et qui joue la demande intérieure Europe et surtout pas l'exposition dollar. Et sur les actifs, je pense que même si l'or est cher, on reste sur l'or parce qu'il y a plein d'éléments qui font que ça va continuer de monter. On peut aller sur de l'obligataire, mais alors plutôt européen. Moi, je reste prudent parce que ça, pour l'effet change et en plus volatilité des taux longs américains, je vois pas l'intérêt d'aller prendre du risque. Donc voilà, c'est un peu une allocation, j'avoue, très défensive, mais je pense que cet été va être chahuté. Je pense que cet été, si on veut passer un bon été, vaut peut-être mieux. Tout terrain, voilà. Défensif, tout terrain. Très défensif. Sur la partie action, un secteur aussi que vous citez, Arnaud, c'est le secteur de la santé. C'est vrai qu'à valeur défensive, qui n'a pas fait grand-chose. Alors dans un environnement de marché comme celui-là, est-ce que c'était normal que le secteur de la santé fasse rien jusqu'à présent? Il y a des points déjà. C'est vraiment le mouvement de rotation entre les cycliques et défensives qui est au plus haut. Ce que je vous présente. Donc les cycliques n'ont jamais été aussi chers par rapport aux défensifs, c'est ça? Performance, c'est l'expansion des PMI. Donc, ce n'est pas gagné. Donc la conjoncture, quoi. C'est important aujourd'hui. Donc qu'est-ce qu'on regarde un petit peu dans ce mouvement de rotation? Secteur défensif qui a été attaqué également encore par l'administration Trump avec les systèmes de remboursement donc qui touchent le Medicaid, le Medicare B, D et le Medicaid. Le Medicaid D, donc c'est là où c'est important, c'est celui qui va être le moins sensible à ce qui va être mis en place par l'administration Trump parce que ce sont tous les systèmes d'ordonnance. Donc il faut que le Sénat valide tout cela. Donc ça nous semble aujourd'hui évacué clairement de cette possibilité. Du coup, on regarde les secteurs qui sont les plus exposés à cette partie-là, qui ont fait des grosses baisses. Et on a un acteur qu'on a intégré, Sanofi, dans la pharma, qui a aujourd'hui 15% sur cette partie-là du Medicare, du Medicaid B. Et ça, c'est le point important. On se perd, mais en tout cas, c'est le point important. En tout cas, Sanofi, vous dites, c'est intéressant d'en avoir un peu aujourd'hui, quoi. 9 fois en EV/EBITDA, on tourne sur une moyenne à 12, on est à 15 au plus haut, c'est une valeur à rendement à 4,6, c'est une valeur défensive qui revient un petit peu dans le consensus. Le mouvement de rotation qui est peut-être trop important aujourd'hui sur la partie cyclique, ou en tout cas un peu trop optimiste, c'est le moment de saisir les opportunités sur le secteur de la pharma en étant très sélectif sur la composition. Bon, Patrice, comme promis, une petite question sur la Banque nationale. Donc on a la Fed la semaine prochaine, la Banque d'Angleterre, mais la Banque nationale suisse également qui va ramener son taux directeur principal à 0. Oui, alors c'était l'une des premières banques centrales au sein des pays, en dehors des pays émergents, à initier la baisse des taux. Donc on a un problème un petit peu avec le franc suisse, puisque à chaque fois qu'il y a un petit coup de semonce ou un bruit de canon dans le monde, le franc suisse s'apprécie. Et donc la façon dont la Banque centrale a essayé de gérer indirectement, sans manipuler, puisqu'on voit bien que l'administration américaine regarde comment ça se passe, n'aime pas ça. Donc effectivement, le point, c'est de faire baisser
baisser les taux, et donc là on serait à situation zéro. L'inflation est aussi maintenant revenue légèrement négative, donc on est même encore plus bas que l'inflation française, sachant que c'est une grande partie, par exemple sur un moins 0,1, moins 0,2 sur l'inflation, on a moins 2,5 qui provient en fait de contributions, qui provient en fait des produits importés du fait de la baisse de l'énergie et de la force du franc suisse. Donc là on est encore même par rapport à l'économie française, par exemple l'inflation française, on a encore plus d'effets et plus de dépendance vis-à-vis de l'étranger. Zéro, ça suffit ou pas? Alors zéro, ça devrait suffire parce que effectivement l'expérience précédente d'aller chercher des taux d'intérêt négatifs crée beaucoup de problèmes, des problèmes de distorsion de concurrence. Donc le paysage bancaire a évolué puisqu'on a trois grandes banques, trois systèmes de banques. Maintenant il n'y a plus Crédit Suisse, mais c'est un très gros UBS, des banques régionales et bien entendu un système auquel j'appartiens, donc de banques privées. Donc ça veut dire que l'ensemble des distorsions de concurrence, puisqu'en fait chacune ne peut pas imposer ces taux négatifs sur les dépôts. Et donc il y a une distorsion de concurrence qui s'était créée et qui favorisait en fait les grandes banques de distribution, Crédit Suisse et UBS à l'époque. Et puis après, vous avez des bizarreries, par exemple un fonds de pension, donc une entité qui va verser des retraites, eh bien elle a des dépôts, eh bien en fait elle va payer une taxe sur ces dépôts alors que c'est destiné à payer les retraites. Donc on voit bien que c'est vraiment pas la bonne solution. Donc il y a quand même un niveau de contrainte sous zéro qui font que à ce stade la BNS regarde pas ça avec envie, quoi. L'idée de repasser en taux négatif. Je vous assure, je pense que les lobbies sont actifs et que les critiques sont proches de revenir si jamais on tente en négatif. Et je pense qu'il vaut mieux négocier ce que fait le Conseil fédéral avec l'administration Trump pour faire comprendre que si on intervient sur le change, c'est pas de la manipulation, mais c'est pour ralentir une devise qui dépasse la taille de l'économie, dont l'importance de la devise dépasse la taille de l'économie. Bon, une économie structurellement déflationniste, la Suisse, de par sa démographie, sa productivité. Non. Alors la démographie. On a plus du débat. Alors je suis désolé, Patrice. La consommation se tient par l'immigration nette positive qui crée du pouvoir d'achat, qui a mis la consommation en socle. Donc en fait, c'est simplement des évaluations de prix de matières premières et d'appréciation du franc suisse qui nous émettent. Mais on n'est pas en déflation et on a une dette à 42% du PIB. Oui, non, pas ça. Merci de rappeler les avantages de l'économie suisse. Merci à vous trois, messieurs Patrice Gautry, l'Union bancaire privée, Arnaud Morel, Promépar Asset Management et Christian Parizeau, Altair Economics.